Michel Vivorca, bonjour. Vous publiez un petit ouvrage qui s'appelle Le Front National entre extrémisme, populisme et démocratie, qui est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Michel Vivorca, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur des sujets comme la violence, l'extrémisme, le racisme ou encore l'antisémitisme. Alors aujourd'hui, dans ce petit ouvrage qui est très synthétique, très pédagogique, vous nous expliquez la naissance du Front National au sortir des 30 Glorieuses et vous analysez les caractéristiques de ce que vous appelez le premier Front National, celui de Jean-Marie Le Pen, puis du second Front National, celui de la fille Marine Le Pen. Alors, si je comprends bien, il y aurait donc deux Fronts National, ce ne serait pas le même parti? Alors, il y a même, à la limite, trois. Il y a la préhistoire, 72 la création, un ramassis de gens de l'OAS, des gens des néo-nazis, des gens d'extrême droite, des nostalgiques de Charles Maurras, de Pétain, un groupuscule qui se réunit, qui s'appelle Front National. Et puis apparaît vraiment le Front National comme parti politique en 1983, à l'occasion d'une élection partielle à Dreux. Et Jean-Marie Le Pen, qui avait déjà créé le Front National au tout début, devient évidemment le leader et s'ouvre la longue période au cours de laquelle le premier Front National s'impose dans le débat public sous la houlette de Jean-Marie Le Pen. Et puis enfin, il y a maintenant à peu près 2 ans, Marine Le Pen, et là on rentre dans une deuxième époque. C'est le même parti, c'est le même nom, c'est à bien des égards les mêmes sensibilités, c'est aussi des thèmes qui ont beaucoup changé et des efforts, comme on dit les journaux, de Marine Le Pen pour dédiaboliser son parti. Alors, vous datez l'avènement de ce parti groupusculaire de 1972, juste avant le premier choc pétrolier. Mais quelle est la responsabilité en 1986 de François Mitterrand qui va introduire la proportionnelle dans le scrutin législatif et ne donne-t-il pas un véritable essor à ce parti? Alors, je pense que les motivations de François Mitterrand étaient complexes et que certaines étaient peut-être tout à fait légitimes. D'ailleurs, des gens très respectables ont soutenu la proportionnelle, pas du tout pour faire le jeu du Front National. Mais il est clair que depuis cette époque, le Front National est un problème pour la droite, et que plus il monte, plus il affaiblit la droite bien plus que la gauche, même si une petite partie de son électorat vient de la gauche, ce que Pascal Perrineau appelle le gaucho-lepénisme, mais quand même. Et donc, on peut en permanence s'inquiéter des calculs d'une gauche qui se dirait je ne peux exister que si le Front National est suffisamment fort pour interdire à la droite de prendre le pouvoir local ou national. Alors, pour aller sur le second Front National, celui de Marine Le Pen, ce parti dédiabolisé, comme vous dites, et débarrassé de ses relents antisémites, devient-il pour autant un parti respectable et fréquentable? Alors c'est là où tout devient passionnant. Parce que le Front National, il n'est pas débarrassé, comme il ne suffit pas de passer la serpillière et de dire c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc ce parti, il est maintenant sous tension entre les deux logiques. Et c'est ça que je montre dans ce livre. D'un côté, la logique de nous sommes respectables, nous jouons le jeu des institutions, nous défendons la démocratie, la République, nous défendons les femmes pour attaquer l'islam, nous défendons la laïcité pour attaquer l'islam, etc. Donc, mais nous sommes respectables, première image. Et puis tout le monde voit très bien que, évidemment, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, tout ça, évidemment, n'a pas disparu. Et qu'après tout, quand Marine Le Pen siège, par exemple, aux journées des universités d'été de son parti, elle est à côté de son père, pas très loin. Quand une élection cantonale fait beaucoup de bruit parce qu'un élu Front National passe la barre à Vitrolles, qui est assis pratiquement à côté, M. Gollnisch, qui incarne plutôt le premier Front National. Donc les deux coexistent, et c'est là où les choses deviennent passionnantes du point de vue de l'analyse politique et très inquiétantes pour la démocratie. Pourquoi? Parce que le Front National n'est pas embarrassé par cette contradiction. Il continue à monter en ayant
un discours ou une attitude, ou en tout cas en donnant l'image de quelque chose de totalement ambigu, ambivalent, contradictoire. Ça ne l'empêche pas de monter. Mais cette ambivalence déstabilise tout le reste du paysage politique. Et donc, on est dans une situation où ce parti, à mes yeux, est à la fois respectable et non respectable. Il est les deux à la fois. Bon, ça ne gêne pas ses électeurs, ça ne le gêne pas. Et ça fait éclater la droite, qui ne sait plus, évidemment, si elle doit regarder de son côté ou pas, d'où un certain nombre de problèmes qu'on a pu voir, et ça met la gauche en position extrêmement difficile. Est-ce que la gauche doit attaquer le Front National sur ses idées économiques, à mon avis, elles ne sont pas très sérieuses, mais enfin, sur ses idées, sur son programme, c'est le côté respectable. Est-ce que la gauche peut se contenter de dire « il est raciste » et ça complique encore tout. Oui, non, très franchement, vous y croyez, vous, à un Front National revenu de son antisémitisme, ou n'est-ce pas seulement un antisémitisme relégué au second plan derrière un anti-islamisme? Écoutez, il reste de l'antisémitisme au sein de ce parti. Des gens qui sont antisémites, il y en a un assez grand nombre. Simplement, il fait très attention, dans son discours public, à ne pas apparaître comme antisémite. Même si Mme Marine Le Pen va parfois danser à Vienne avec des gens notoirement antisémites. Et donc, il est les deux. Et alors, le paradoxe de tout ça, c'est que plus il est à la fois respectable et raciste ou antisémite, plus on pourrait penser qu'il va faire disparaître ou atténuer le racisme en France. C'est le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il libère la parole. Puisqu'il est respectable, on peut parler comme lui. Et puisqu'il y a encore du racisme, on peut exprimer le racisme. Sur la libération de la parole, est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas une part de responsabilité durant son mandat, où il a beaucoup surfé sur des thèmes comme la peur de l'islam, la sécurité, l'identité nationale? Alors, je pense que Nicolas Sarkozy a, oui, des responsabilités, en tout cas que ses discours, ou certains de ses discours, ont pesé très lourd dans le sens de l'idée, les idées du Front National. Très très lourd, on le sait, le discours de Grenoble, son discours ridicule en Afrique, son discours de Dakar, et puis tout ce qui a incarné, comment dirais-je, les conseils que lui prodiguait M. Buisson. Ça, je crois que ça a tiré la France de ce côté-là, et que c'est évidemment très fâcheux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, le Front National accède au pouvoir au niveau national? Est-ce que, selon vous, on n'est pas dans un scénario un petit peu à la Weimar 1933, où le parti nazi et Hitler ont accédé au pouvoir de la manière la plus démocratique qu'il soit? Alors, si on regarde les choses aujourd'hui, mais moi je ne sais pas ce que sera demain, mais si on regarde les choses aujourd'hui, le scénario le plus vraisemblable dans l'hypothèse d'une montée continue du Front National, c'est qu'il fasse exploser la droite en deux, qu'une partie de la droite libérée en quelque sorte, décomplexée, comme disent certains, rejoigne sous des modalités d'un type ou d'un autre le Front National, et que s'il devait accéder au pouvoir, ce serait dans le cadre d'accords de gouvernement, d'une participation, mais pas d'une prise de pouvoir de type Hitler, si vous voulez. Ça me semble aujourd'hui absolument peu compatible avec l'image que j'ai du paysage politique. J'ajoute qu'à partir du moment où le Front National se rapprochera du pouvoir, et que si ce scénario-là devait se réaliser, on rentrerait dans une période où il serait obligé d'être encore plus respectable et encore plus prudent sur l'autre volet du racisme, de l'antisémitisme, etc. Et donc, à la limite même, il est possible que plus il se rapproche du pouvoir, c'est encore un paradoxe aussi du modèle, plus il perd en quelque sorte son âme. Il y a un cas intéressant, c'est l'Italie, avec le MSI de Fini, qui était un parti néofasciste, et puis qui s'est rapproché du pouvoir, qui est rentré dans la coalition avec Berlusconi, etc., et puis qui a disparu. Et donc, je n'exclus pas du tout que le Front National soit obligé, pour rester lui-même, de ne pas aller jusqu'à participer à une quelconque coalition. Mais en attendant, il détruit la droite avant tout, et il fait, je pense, du tort à la gauche, parce qu'il oblige la gauche soit à être très morale, mais pas assez politique, soit très politique et immorale. Et il y aurait donc une droite radicale qui inclurait extrême droite et droite classique? Écoutez, parmi les scénarios qu'on peut imaginer, on peut très bien imaginer
une droite bleu marine, si vous voulez, non respectable. Une droite respectable, un centre droit, qui pourrait aller jusqu'à Borloo, Bayrou. Et puis, alors la gauche, ça c'est d'autres problèmes. Merci beaucoup Michel Vivorca. Donc je rappelle votre ouvrage très intéressant, très pédagogique, Le Front National entre extrémisme, populisme et démocratie. Merci.